Présenter Nathan Dever, qui est un écrivain très important pour moi parce que c'est le premier auteur que j'ai publié en littérature. Donc c'est très émouvant de le présenter devant vous, libraire qui avait beaucoup soutenu. Et alors Nathan est vieux, il a 27 ans, il est normalien, il est agrégé docteur en philosophie, il enseigne la philosophie à Bordeaux, il est chroniqueur, vous le voyez souvent dans les plateaux télé, essayer de donner un peu de nuance au débat général, ce dont on a beaucoup besoin. Et il est surtout écrivain. Il a déjà publié 5 ouvrages, des essais, et bien sûr des romans avec les liens artificiels qui avaient été très repérés il y a 3 ans. Mais alors, plutôt qu'une petite biographie éclair, il y a une expression que j'aime bien et qu'un libraire avait trouvée, un ami libraire, et qui te décrivait, Nathan, comme un sismographe de la modernité. C'est-à-dire que tu perçois des signaux faibles et que tu vas les incarner dans ta littérature. Ainsi, dans les liens artificiels, tu avais beaucoup écrit sur la virtualisation du réel et des rapports humains. Et là, dans Surchauffe, tu t'intéresses au mal du siècle que tu décris, enfin au burn-out, et que toi, tu vas traduire comme surchauffe. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicolas. Merci pour tes mots. En effet, cette notion de sismographe de la réalité, elle m'intéresse beaucoup, parce que je crois qu'écrire un roman, en tout cas dans mon cas, je crois que ça passe avant tout par une tentative de déchiffrer le monde, de déchiffrer les symptômes qu'on peut observer dans la société, de déchiffrer les symptômes qu'on peut observer en soi, pas tellement dans le but de parler de soi, mais au contraire pour essayer de s'intéresser au monde extérieur, s'intéresser aux autres, et essayer de diagnostiquer, enfin de proposer un diagnostic. Alors de diagnostiquer un syndrome, de diagnostiquer peut-être, en tout cas dans le cas de ce roman Surchauffe, une maladie du monde ou une maladie du siècle. Alors, ce roman, Surchauffe, il est parti précisément d'un symptôme que j'ai ressenti. Je ne sais pas, sans être indiscret dans la salle, si c'est une expérience que d'autres ont partagée, qui est une expérience qui est, à mon avis, mal nommée et qu'on appelle le burn-out. Mal nommée parce que donc, ce sentiment de dépossession dans le monde du travail que j'ai ressenti comme beaucoup de gens. Je crois qu'en France, il y a quasiment un tiers des travailleurs actifs qui ont déjà ressenti à des échelles plus ou moins fortes un burn-out, c'est-à-dire cette impression qu'on est complètement dépassé, qu'on est complètement en retard sur les sollicitations, sur les obligations, sur les urgences qui sont celles du monde extérieur, monde du travail, monde de l'amitié, monde des informations, monde de tout. Et j'insiste sur le mot d'urgence, parce que moi, ce qui m'a fasciné dans cette expérience, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que quand on fait un burn-out, c'est pour ça que le mot est à mon avis mauvais, c'est pas nous qui brûlons. On a le sentiment que ce qui est malade, c'est moins soi-même que le monde extérieur. Que le monde extérieur dégage quelque chose de toxique, notamment dans sa vitesse, dans la manière dont son métronome s'affole et devient complètement fou et va nous vider complètement de notre intériorité, de notre solitude, va nous aliéner. C'est l'étymologie de aliéner, va nous transformer en quelqu'un d'autre. Et alors j'ai fait ce burn-out comme ça pendant plusieurs mois, et un matin je me réveille à Dublin, où commence mon roman. Et je me suis réveillé dans un état très bizarre, avec l'évidence, la certitude que j'avais guéri. Et alors je tiens une sorte de journal, donc j'écris cette phrase. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir changé de corps, ce qui est la première phrase de mon roman. Mais en fait, en l'écrivant, je me dis, c'est pas tellement moi qui parle là, c'est une forme de métamorphose, les romans c'est ça, et c'est un personnage. Et un personnage, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça, qui est une femme, je lui trouve tout de suite un prénom, Jade Elmire Fasquin, et je me suis plongé dans la vie de ce personnage fictif qui, je crois, vit ce mal du siècle. Jade Elmire Fasquin, elle travaille dans une entreprise d'hôtellerie, donc elle est sans cesse en train de voyager d'une capitale à l'autre, elle a l'impression d'être complètement déracinée, d'être sans attache. Elle est très privilégiée parce qu'elle a un métier assez important, mais elle est perpétuellement vidée d'elle-même par ses urgences, par cette vitesse. Elle est avec un mari qui est complètement égoïste et qui lui rajoute une charge mentale à son vide intérieur. Elle a un patron qui est un peu toxique lui-même. Et donc elle vit ce burn-out, avec qu'elle nomme parfois spirale, parfois surchauffe, mais avec l'intuition que dans l'exploration de son burn-out, elle trouvera la vérité du monde contemporain, à savoir cette maladie cachée qui le constitue. Pourtant, dans la deuxième partie du roman, tu emmènes Jade dans un lieu qui semble à l'opposé de ce que tu décris, à l'opposé de la surchauffe. On est dans l'archipel des Andaman, dans une île mystérieuse qui est un peu l'antithèse de tout ce qu'elle ressent.
Oui, je crois en effet que dans un roman, il y a une dimension de miroir, essayer de décrire tel quel ou tel qu'il nous apparaît le monde contemporain, mais il doit y avoir aussi une dimension de fenêtre, c'est-à-dire d'évasion, proposer un dépassement. Et alors, dans le cas de Jade, tout part du fait que, donc, elle travaille dans une entreprise d'hôtellerie, il y a un nouvel actionnaire indien qui lui propose de construire des hôtels en Inde. Elle s'intéresse un peu à la région, et elle tombe dans un état de fascination devant une île qui existe vraiment, et moi qui m'a fasciné quand j'ai découvert son existence, qui s'appelle l'île de la Sentinelle. Et l'île de la Sentinelle, c'est une île qui est située donc tout à l'est de l'Inde, et en fait c'est le dernier lieu du monde qui résiste complètement, totalement à la mondialisation. C'est-à-dire c'est une île où personne d'entre nous ne peut se rendre, que personne ne peut voir de l'intérieur. Aujourd'hui, avec Google Earth, on peut avoir des images d'absolument n'importe quel point de la Terre. Cet endroit est littéralement invisible. Pourquoi ? Parce qu'il est habité par un peuple qui y vit depuis 60 000 ans, qui est arrivé à l'époque des premières migrations humaines en provenance d'Afrique, comme beaucoup d'autres peuples, mais qui, lui, a dû sa survie face à la mondialisation, face à la colonisation, face aux différentes guerres, à un choix qu'il a pris, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Il refuse d'avoir le moindre contact avec le monde extérieur. Et donc, très concrètement, il tue tout intrus, qu'il s'agisse d'un touriste, qu'il s'agisse d'un colon, qu'il s'agisse d'un soldat, qu'il s'agisse d'un anthropologue, qu'il s'agisse d'un missionnaire, qu'il s'agisse d'un gentil, qu'il s'agisse d'un méchant, il les tue, parce qu'ils estiment qu'un contact avec notre monde, avec notre modernité, serait funeste en soi. Alors ce peuple, il m'a fasciné, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de miroir de toutes les obsessions qui sont celles de notre monde. La fièvre identitaire, la colonisation, la globalisation, le réchauffement climatique. Et donc Jade, en découvrant l'existence de cette île, va être fascinée et va avoir évidemment cette tentation de déchirer l'invisible, de voir ce qu'on n'a pas le droit de voir, d'être la première femme de la modernité à se rendre sur cette île et d'être la dernière grande exploratrice qui achèvera le projet de mondialisation et de création d'un empire globalisé qui façonnerait la planète Terre. Merci Nathan Dever. Votre livre a été lu et très apprécié par Anne Burzinski de la librairie L'Écriture à Vaucresson. Oui, tout à fait, je prends ce micro. Bonjour à tous. Bonjour Nathan. Bonjour. Je me mets par ici. Moi, j'avais découvert Nathan Dever par ce formidable et incroyable livre qui s'appelait « Penser contre soi-même », que vous avez sûrement lu également, qui était une trajectoire de vie atypique, s'il en est, c'est le moins qu'on puisse dire, qui questionnait donc pourquoi la philosophie pour vous, comment la philosophie aussi, ce qui était quand même, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, mais donc ce parcours de quasi-rabbin qui finalement entre en philosophie, j'allais dire, donc pourquoi la philosophie ? Et alors déjà, c'est une question donc, qu'il se posait pour lui-même, mais qui nous questionne, nous, pourquoi la philosophie en tant qu'humain ? Et aussi, qu'est-ce que c'est que penser contre soi-même, même pour nous ? C'est-à-dire, aller... On va peut-être revenir au roman. Pardon. Ok, très bien. Alors, pour ce qui est de surchauffe, en tout cas, il y a évidemment beaucoup de notions philosophiques, justement, qui affleurent, qui sont très riches. On a la nature, le rapport nature-culture, on a la moralité, on a la responsabilité, etc. Moi, ce que j'avais envie de vous demander, parce que je trouve ça très riche, comme en fait beaucoup d'idées que vous amenez, est-ce que, en tant qu'humains, sommes-nous coupables par nature ? Merci beaucoup pour vos mots et pour cette question qui est super dure. En 1 minute 52, encore plus. Désolée. C'est vrai que le roman que j'ai écrit, c'est aussi beaucoup un roman sur le mal. Parce que, en fait, cette île, c'est une île qui est invisible, qui est mystérieuse, dans laquelle on n'a pas le droit d'aller. La loi indienne l'interdit, pour une raison très simple. Ce peuple n'a pas le même système immunitaire que nous. Donc si on y va, on risque de lui transmettre des maladies, on risque de le tuer. Et en fait, ce que j'ai voulu aussi explorer comme question, c'est la manière dont le mal peut être lié, ne prend pas toujours des formes monstrueuses, criminelles, et qui peut être lié, c'est la fameuse histoire du jardin d'Éden et du fruit interdit, au désir de voir. Donc à une passion qui est une passion plutôt vertueuse, qui est la curiosité, qui est le désir de s'intéresser à autrui. Et je crois que c'est aussi ce que j'ai voulu faire dans ce livre, parce que Jade, la narratrice, écrit le livre qu'on est en train de lire. C'est aussi une réflexion inquiète sur la littérature. La littérature, évidemment, que c'est un lieu d'émancipation, que c'est un lieu d'amour, mais ça peut être aussi un lieu extrêmement dangereux, puisque quand on écrit, on peut avoir la tentation d'enfermer des personnages autrui sous des carcasses de papier, sous des êtres de papier,
de vouloir dire la vérité. Il y a une tentation parfois de la maîtrise dans l'écriture, où on a envie de déshabiller le monde de ses mystères, où on a envie absolument de déchirer l'invisible, où on a envie de donner une explication au monde. Et finalement, la question que j'essaye de se poser dans ce livre, c'est la question de savoir si le monde ne serait pas plus beau, et les hommes, les humains, moins mauvais, si nous acceptions de préserver la part de mystère qui est inhérente à l'écriture, si nous acceptions de reconnaître, et je crois que c'est le travail du roman, que fondamentalement, nous sommes toutes et tous paumés devant la complexité de l'existence, de la réalité et de la modernité. Bravo. Décidément, Nathan Dever est trop fort. Merci Nathan, merci Nicolas. Hey.